Les podcasts de psychoéducation.be vous apportent de l'inspiration et des clés pour une vie plus épanouissante. Je suis Stéphanie de Chatzen, logopède. Je suis Valentine Ancio, psychoéducatrice. Ensemble, nous avons créé psychoéducation.be qui organise des événements dans les domaines de la psychologie et l'éducation. Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur notre site www.psychoéducation.be. Bonne écoute! Alors, bienvenue sur le podcast de psychoéducation.be. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Vincent Houba. Bonjour Vincent. Bonjour Valentine. Voilà, alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ton histoire, ton parcours, qui es-tu ? Alors, en quelques mots, je vais essayer de faire simple. Au départ, moi, je suis ingénieur architecte. Je suis donc belge. J'ai été architecte pendant 25 ans et j'ai toujours eu une attirance pour la psychologie, les rapports humains. Ça m'a toujours intéressé, le mystère du vivant. Donc, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup intéressé à la psychanalyse, la psychologie, etc. Et puis, j'ai eu la chance de connaître des crises, ce qu'on appelle des crises dans la vie, qui m'ont conduit à faire ce qu'on appelle un travail sur soi. Et j'ai eu la chance pendant 21 ans de rencontrer quelqu'un 2 fois semaine avec qui j'ai vraiment travaillé la relation, ce qui est vraiment la relation. Et ça m'a fait découvrir comment fonctionnait le monde humain, comment fonctionnait la société humaine. Et c'est de là que j'ai capté en fait ce que j'appelle les architectures invisibles, c'est-à-dire tout ce qui nous agit à notre insu, à partir de notre inconscient et à partir du monde invisible. Voilà, donc au fil du temps, je suis devenu formateur en communication non violente, je suis devenu psychoanalyste et il y a 8 ans maintenant, j'ai arrêté mon métier d'architecte matière, architecte minéral et je suis parti à Paris pendant 7 ans. Je suis allé créer là un cabinet de conseil en entreprise qui s'appelle les architectures invisibles où j'accompagne surtout sur les postures humaines, sur tout ce qui se passe dans les rapports humains, à décoder comment on fonctionne, d'où ça vient, comment on peut déceler certaines difficultés dans le relationnel. Mon idée, c'est toujours de focaliser sur ce qui est vivant. C'est pas de faire de l'accompagnement des troubles psychosociaux en entreprise, par exemple, parce que là, on focalise sur ce qui ne va pas, mais c'est de focaliser sur ce qui permettrait de ne pas générer ça. Et donc de focaliser son regard sur le vivant. Parce qu'il y a un principe du vivant qui est que c'est la vie qui déloge la souffrance. Ok. Et donc tu parles de crise. En fait, les crises, est-ce que tu pourrais dire que les crises sont une chance dans la vie ? Ah, les crises sont une chance, sont une opportunité. C'est-à-dire que l'être humain, il a, par rapport aux autres êtres vivants, il a quelque chose qui est particulier, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il peut choisir de la manière dont il va vivre ce qui vient à lui. Donc, un événement qui m'arrive, une crise, une difficulté, j'ai le choix, soit je peux la subir, soit je peux en faire quelque chose. Alors, c'est facile à dire comme ça, hein, quand on est dedans, c'est pas si évident. Ça demande aussi tout un travail un peu de maturité, de travail sur soi pour arriver à cette espèce de spiritualité-là. Mais je dirais que moi, aujourd'hui, je ne vis plus aucune de mes difficultés comme étant quelque chose qui m'est imposé, quelque chose qui est contre moi. Je cherche toujours à voir qu'est-ce que la vie essaye de me dire à travers cet événement et que je n'aurais pas suffisamment entendu. Donc pour moi, les crises, ce sont des signes de bonne santé, comme la dépression, sauf la dépression chronique qui est vraiment une maladie. Hein, mais les états dépressifs, pour moi, sont des signes de bonne santé. Ça veut dire que l'âme n'a pas capitulé et que l'âme est en train de venir tirer le pan de ma chemise en disant « mais regarde un peu de ce côté-ci, tu t'es un peu oublié ». Voilà. Et les crises, c'est des super opportunités. Okay. Est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir peur dans la vie ? Ben oui, en permanence. Oui, je crois que j'ai peur en permanence, mais le tout, c'est de gérer ça. Hein, la peur, elle fait partie du vivant, de l'incarnation d'un être humain. C'est normal d'avoir peur parce que c'est très difficile dans notre société, en tout cas actuelle, d'être complètement et à 100% fondé dans une sécurité intérieure
qui me permettrait de n'avoir aucune peur. Ce serait même suspect pour moi, quelqu'un qui n'a aucune peur. Ça veut dire que ce serait quelqu'un qui est un peu dans la maîtrise. Et la maîtrise, c'est jamais trop bon parce que il y a un moment donné où ça va toujours casser. La solidité, c'est d'être dans la vulnérabilité. Et un être humain, c'est un être qui effectivement n'est que dans la joie, mais qui est venu faire l'expérience de l'incarnation. C'est-à-dire dans l'incarnation, il y a la matière, donc il y a de la tristesse, il y a de la peur, il y a de la colère. Tout ça, ce sont des énergies. Ok, c'est pas dangereux. C'est absolument pas dangereux. C'est plutôt à notre service. Ok, d'accord. Et donc, on va parler lors d'une conférence cette année entre sécurité et liberté, il faut choisir. Pour moi, la sécurité, en fait, quand je me sens en sécurité, j'ai pas peur. Et donc, c'était pour ça ma question. Et donc, j'ai envie d'avoir un petit teaser par rapport à ça. Toi, c'est quoi ton concept de liberté? C'est quoi ton concept de sécurité? Comment tu vois ces Alors, c'est très vaste, parce que c'est vraiment la base, c'est vraiment les fondements de l'incarnation de l'être humain. Quand je disais que j'ai encore des peurs, effectivement, il y a des peurs qui sont toujours là, mais il y a énormément de peurs qui ont disparu. Au plus, j'ai construit ma sécurité intérieure, effectivement. Pour moi, la sécurité intérieure, elle doit être construite dans l'affectif, en fait. C'est dans le rapport de l'enfant avec son parent, tout au début, que normalement, un enfant, quand il a des parents idéaux, donc en fait des parents qui n'existent pas, des parents idéaux, ce sont des parents qui sont bien plantés dans leur vie, qui sont bien droits, bien alignés, et ça va être hyper rassurant pour l'enfant d'être accompagné par ces personnes, et donc à leur contact, il va peu à peu s'installer, s'approprier sa vie. Et dans cette appropriation de son propre vivant, c'est-à-dire de ses propres émotions, de tout son émotionnel, de ses sentiments, etc., il va apprendre à s'installer dans un espace intérieur qui est un espace de la plus grande sécurité. La plus grande sécurité que je puisse avoir, c'est d'être à l'intérieur. Et quand je suis dans cette sécurité intérieure, je n'ai pas besoin de me sécuriser par l'extérieur. Alors, évidemment, nous n'avons pas en général une éducation qui est allée dans ce sens-là. Donc, nous, de cette insécurité de base, on a dû trouver des processus de survie et on a dû développer des sécurisations extérieures. Je me sécurise en ayant des beaux points à l'école parce que je vois que ça fait plaisir à papa. Je me sécurise en ayant un beau diplôme parce que je vois que dans la société, ça va me donner une bonne place, comme on dit chez nous. Un bon compte en banque, un bon mariage, une bonne maison, etc. On se sécurise. Mais ça sécurise, donc ça donne une illusion de sécurité qui est suffisante pour traverser, pour survivre. Mais cette sécurité, elle est toujours placée à l'extérieur de soi. Ce qui fait que quand cette stratégie extérieure à soi vient à disparaître, je retrouve pleinement mon insécurité intérieure. Et donc, ça, c'est plutôt la crise de la quarantaine qui nous amène ça, qui nous amène les crises existentielles qui parfois font disparaître un mariage, une carrière, un compte en banque, etc. et qui font qu'on est amené à s'intéresser à cette sécurité intérieure et à commencer à installer des choses plus essentielles. Donc, c'est là qu'on a vraiment la pleine sécurité. La majorité des gens sont installés dans une sécurisation. Ils croient être en sécurité par un compte en banque, mais c'est une croyance, c'est illusoire. Mais ça permet de survivre. Alors, ils ne se rendent pas compte que tant qu'ils sont en train de construire des sécurisations extérieures, ils ne sont pas libres parce qu'ils sont obligés de s'occuper de ces stratégies extérieures pour un état intérieur. Alors que quand je construis ma sécurité intérieure, là j'ai la vraie liberté de pouvoir choisir ce que je veux faire de ma vie. Et même choisir ce que je veux faire de ma vie, c'est pas que je peux tout choisir, parce que je ne suis pas tout. Je suis unique, donc il y a des choses que c'est pas mon truc, c'est pas ma fibre, c'est pas mon énergie. Et plus je vais m'approcher de ma sécurité intérieure et de mon espace intérieur, plus je vais me rapprocher de mon être et de ma mission d'être et de ce que je suis venu faire de manière unique et singulière dans le monde. Et ce que j'appelle en général le rapprochement du point d'acupuncture. De plus en plus, je vais me rapprocher de qui je suis et ce que je suis venu faire et que personne d'autre ne peut faire à ma place. Ça va aussi activer ma sécurité intérieure, de rentrer dans ce fait que personne ne peut me prendre ma place puisqu'il n'y a que moi qui suis moi. Et ça va me permettre de rentrer dans l'incarnation. Plus je vais rentrer à l'intérieur, plus je vais rentrer en incarnation. Et quand je suis dans l'incarnation, je rentre dans les limites.
Déjà, j'ai une limite qui est que à ma naissance, j'ai dû venir habiter un corps physique qui est déjà un truc cousu, là, assez étroit. C'est déjà une restriction. Et peu à peu, plus je vais accepter les limites, plus je suis libre. C'est un truc qui est complètement paradoxal. Plus j'accepte mes limites, plus je suis libre. Parce que si je n'accepte pas mes limites, je suis toujours dans l'illusion de pouvoir faire des choses qu'en fait je ne peux pas vraiment faire. C'est vraiment, je prends toujours l'exemple d'un enfant qu'on emmène dans un magasin de jouets parce qu'il doit, on veut lui offrir un jouet. Quand il est dans le magasin, il veut sortir avec le magasin, lui. Il ne peut pas choisir. Et tant qu'il ne peut pas choisir, il ne pourra pas jouer avec le jouet qu'il aura choisi. Et s'il ne peut pas choisir, il va sortir les mains vides. S'il reste dans le magasin, il a tout le magasin, mais il ne sait pas jouer avec tout en même temps. Et ça, c'est resté dans la toute-puissance de l'enfance. Et si je mets ça un petit peu plus loin, on voit ça par exemple dans la sphère relationnelle amoureuse, des hommes qui parfois se marient, ont une femme, veulent une maîtresse et aimeraient que leur femme et leur maîtresse s'entendent bien ensemble. Et ça, c'est la toute-puissance de l'enfant qui veut tout le magasin de jouets. Okay. Et pour moi, la liberté, c'est vraiment ça. L'ultime liberté, c'est de pouvoir choisir ma vie. Ok. Et la sécurité, est-ce que c'est une confiance en soi, plus d'un ordre spirituel? Est-ce qu'on pourrait la qualifier comme ça, la sécurité dont tu parles? Oui, moi je la rapproche de plus en plus de ça parce que plus je plonge à l'intérieur, je me rapproche de mon être, je suis dans la spiritualité, en dehors de toute religion. Je suis dans le sacré, vraiment dans l'espace sacré. Et quand on est connecté au vivant, on est dans le sacré. Et la sécurité dont je parle, elle est de cet ordre-là. La sécurisation extérieure, elle n'est pas dans le sacré. Elle est dans la matière, elle est dans le pouvoir, elle n'est pas du niveau de l'ordre du sacré. Elle n'est pas souvent non plus dans le cœur. Alors que ma sécurité intérieure, elle est complètement dans le cœur. Ok, et c'est le fait d'écouter vraiment ce cœur, ce que notre corps nous dit, vers où il nous porte. C'est vraiment ça la sécurité, faire confiance en soi, mais aussi faire confiance en la vie, comme tu dis, qui finalement nous guide assez bien si on l'écoute. Voilà, c'est vraiment se mettre dans ce processus-là. En même temps, de nouveau, il est facile d'en parler comme ça une fois qu'on a fait le chemin pour y arriver. Mais il y a le chemin pour y arriver. Et le chemin, il ne se fait pas seul. C'est l'accès à la sécurité intérieure, elle se fait par la relation. Un enfant ne peut pas se faire tout seul. C'est grâce à la relation. Relation, ça veut dire relatio, ça veut dire rapport à. Quand il y a un tu devant moi, alors le je peut se situer. Et ce qui va sécuriser un enfant, c'est de se situer. Parce qu'autrement, il est dans un grand tout. C'est vachement angoissant. Ce sont des angoisses existentielles, ça. Alors que quand il y a quelqu'un qui est un point fixe là, dans mon environnement, alors je peux me situer. Et ça commence à créer ma sécurité intérieure. En plus, quand cette personne qui est un point fixe est une personne qui est le cœur ouvert à m'accueillir, à choisir d'être là pour moi, à ne rien faire pour moi, mais à être là pour moi, là, je me sens en plus reconnu, vu, etc. Et ça crée la confiance en moi. Okay. Quand je n'ai pas ça, évidemment... Tu parles du parent, là? Là, c'est le parent. Dans le cadre de l'enfant. Au tout début, c'est ça qui aurait dû nous fonder. Alors évidemment, quand on n'a pas eu ça, on est très peu à l'avoir eu de manière totalement adéquate. On trouve des issues de survie, c'est ce que j'appelle toutes les architectures invisibles, où je vais créer tout un processus de survie, un personnage de survie, mais que la vie va m'inviter à les revisiter à un moment donné. C'est comme si la vie me permettait le temps de survivre, d'avoir un espèce de personnage à habiter pour me sécuriser. Mais à un moment donné, on vient me rechercher le costume et on me dit, bon, maintenant, je t'ai prêté ce costume, c'était pour survivre, mais maintenant, il serait temps que tu t'y mettes, quoi, parce que l'idée, c'est pas de passer ta vie... Comment on fait pour s'y mettre? Eh bien, soit on a le réflexe, tout à coup, on a la prise de conscience, on écoute un podcast, ou on vient à une conférence, ou on fait une formation, on lit un livre, on a tout à coup, ça fait tilt à l'intérieur. S'il n'y a pas cet éveil-là, ce qui se passe, c'est que la vie, elle va s'en charger. Elle va m'amener une difficulté ou une crise ou quelque chose à vivre qui va un petit peu tenter de faire fissurer l'écorce et qui va essayer de me fissurer pour peu à peu atteindre le cœur de ce que je suis. Donc, je dirais, il faut vraiment effectivement faire confiance à la vie. Elle sait toujours ce qu'elle fait.
nous, on a juste un accès sur la rapidité, je vais dire, ou l'accélération du phénomène, mais on n'a pas toute la maîtrise là-dessus. Hein. Dans la Bible, il est déjà écrit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça dit déjà bien ce que ça veut dire. J'ai ma part à faire, mais je ne suis pas aux commandes de tout. Et moi, plus j'avance, en tout cas, plus je découvre, plus j'explore, plus je suis convaincu, et c'est une conviction vraiment intime, que tout est écrit, quoi, qu'il y a, il y a déjà un plan qui est fait. Les couleurs que je vais mettre sur ce trajet, ça m'appartient, je peux mettre les couleurs que je veux, mais voilà, mon ami Christiane Singer, elle disait, vous croyez que vous pouvez échapper à votre destin et échapper à qui vous êtes, et vous allez à droite alors que c'est à gauche qu'il faut aller, mais la vie, elle aura vite fait de vous ramener à votre place entre deux gendarmes. Et ça, c'est les moments des crises. On te dit, oui, tu as voulu faire ça, mais paf, il arrive quelque chose qui me remet à ma place, quoi. Donc, personne n'y échappe. Pour moi, personne n'y échappe. Pour moi, personne n'y échappe, alors que c'est encore un grand mystère, parce qu'il y a des personnes qui, toute leur vie, restent dans leur personnage de survie, n'ont pas cet éveil. Moi, je suis convaincu que tout le monde a un éveil, parfois même la dernière seconde du souffle. Parce que je ne crois pas qu'on puisse partir sans avoir eu le petit... Voilà. Et que tout a un sens. Nous, on a une tendance, à partir de notre vision, de notre éducation, de voir, par exemple, une maladie ou une mort comme étant un échec. Ou j'entends même des gens qui disent « Ah, mais pourtant, cette personne, elle faisait tellement de développement personnel, comment ça se fait que ça lui arrive ?» Mais qui serions-nous pour dire qu'on peut éviter notre destin? Peut-être que quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, c'est peut-être sa propre résolution d'âme qui est en train de se passer, c'est sacré. Nous n'avons pas à juger le chemin des uns et des autres, ou les cheminements, ou les événements qui leur arrivent. On a juste à pouvoir les accompagner sur leur chemin. Et tu penses qu'il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres? Alors après, tout ça évidemment relatif, parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment complètement dans les chaussures de tout le monde, mais c'est vrai qu'on peut quand même observer qu'il y en a qui vont cumuler des cancers, je sais pas moi, des faillites, en tout cas, voilà, des malchances. Est-ce que tu penses que ça, c'est pas de bol, ou en fait des crises qui sont nécessaires en disant là tu t'es gouré de chemin, parce qu'il y a un côté un peu culpabilisant aussi alors du coup dans ces crises. Exactement, et ça c'est un sujet très délicat évidemment. Je ne voudrais pas être dans la généralité absolue de dire comme certaines approches de développement personnel ou de certaines médecines alternatives qui veulent toujours avoir la raison de toute chose. Effectivement, il y a des maladies qui sont des maladies psychosomatiques, il y a très 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 souvent un sens, mais moi je dirais qu'il y a un sens à 99% et laissons 1% de mystère. Parce que nous n'avons pas la réponse absolue. Et effectivement, ce serait hyper culpabilisant de dire un cancer du sein, ça veut dire maman machin ou papa bazar. C'est tellement réducteur, ça. Et il faut juste savoir que ça existe, qu'effectivement, il peut y avoir un sens et que notre chemin, c'est de chercher du sens, en fait, quel qu'il soit. Et moi, j'aime bien prendre les choses sur deux niveaux. Je crois qu'effectivement, nous sommes des êtres humains, ce sont des êtres qui sont venus s'incarner. Et donc, il y a deux plans. Il y a le plan de la matière, de l'incarnation, ce qu'on appelle la conscience ordinaire, qui est celle dans laquelle nous baignons le plus, hein. Et puis, il y a un plan qui est plus spirituel, plus élevé, qui est plus le niveau de l'être plutôt désincarné, lui. Sur le plan de la conscience ordinaire, de l'incarnation, de la matière, la vie est très injuste. On n'a pas le même patrimoine génétique, on n'a pas le même patrimoine, il y en a qui vivent des choses horribles, il y en a qui vivent avec des assiettes en argent. Enfin voilà, c'est hyper, du point de vue de la conscience ordinaire, la vie est très injuste. Et si je ne l'accepte pas, je vais souffrir toute ma vie. Si je me mets sur un autre plan, la vie est très juste parce qu'elle donne à chacun ce qui est là au service de l'évolution de son âme. Alors, c'est très délicat de dire ça parce qu'on pourrait dire « Ah ben dis donc, quelqu'un qui se tape des cancers, il n'est pas très évolué. »
C'est pas mon propos. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment, il faut sortir absolument de ces jugements, d'être plus ou moins avancé. Ça, c'est encore de l'ancien paradigme, de l'ancien monde qui trouve que je suis plus avancé que toi, je suis mieux, j'ai plus de points, j'ai plus de ceci, de cela. Ça, c'est l'ancien monde. Ça. Il faut vraiment qu'on ouvre son cœur à dire, mais on est chacun sur notre chemin d'âme, avec des âmes qui sont plus, qui ont plus de bagages que d'autres, qui ont déjà vécu plus d'expériences que d'autres. Se pourrait-il même que celles qui ont le plus de difficultés dans l'incarnation aujourd'hui sont celles qui ont peut-être le plus de cheminement parce qu'on leur donne à travailler les derniers gros morceaux. Voilà, moi j'aime bien voir les choses comme ça, c'est que chacun est dans une justesse et une justice par rapport au plan de la vie, quoi. Et que c'est nous, dans notre incarnation un peu étriquée, qu'on a tendance à dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et ça vient aussi beaucoup de notre éducation qui est basée sur le bien et le mal, et non pas sur le bon ou le moins bon, l'agréable, le désagréable. Hein, c'est le bien, le mal. Être malade, c'est mal. Être dans la joie, c'est bien. Mais non, parce que moi, je connais des gens qui ne sont que dans la joie et ils font complètement l'impasse sur plein de pans de leur vie vivante dans de la colère et de la tristesse. Donc, c'est très réducteur, hein, la façon dont on voit les choses. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien, cet éclairage des architectures invisibles, qui va un peu lever le voile aussi sur tout ça et montrer tout le plan invisible de nos vécus visibles. Ok. En tout cas, j'aime ce que tu dis. Donc, finalement, c'est d'accueillir et d'accepter qui nous sommes et les épreuves que la vie nous apporte, qu'elles sont en tout cas source d'évolution pour nous. Qu'on est tous équipés pour pouvoir faire face à ça, si on s'écoute profondément à l'intérieur de soi, qu'on écoute notre cœur, qu'on écoute notre corps. On a tous en nous, quel que soit notre statut social, notre portefeuille de propriété, notre compte en banque, toutes nos sécurisations. En tout cas, on a tous accès à cette sécurité intérieure, que ça, c'est vraiment important de pouvoir aller écouter ça profondément et que... aucune émotion n'est dangereuse, ni la colère, ni la peur. C'est une boussole qui nous permet de comprendre les énergies qui nous habitent. Donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment porteur comme message. Et que, voilà, il y a deux niveaux. Il y a le niveau, j'ai envie de dire terrestre, mais c'est un petit peu ça, comme ça que je le vois. Ouais. Donc le niveau terrestre, voilà, qui est un peu, je dirais, le niveau de base. Et puis... si on veut en tout cas avancer dans la vie, de s'élever à cette spiritualité, s'élever finalement à ce que les énergies, ce que la vie nous apporte. Hein. Je pense que quand j'étais petite, j'aurais appelé ça Dieu. Aujourd'hui, on n'ose plus. Oui, c'est vrai. mais c'est vraiment ça, en tout cas d'écouter son intuition, c'est un peu ça. Alors là, en fait, beaucoup de choses s'alignent et en fait, on n'a plus peur. C'est un petit peu ça. Exactement. Et c'est aussi dans notre vie en communauté, je dirais, dans notre humanité, c'est d'apprendre aussi à changer un peu notre regard. C'est-à-dire que tout être humain a au minimum un cœur et un être. Et moi, il y a des personnes, effectivement, que j'ai parfois du mal un peu à encadrer, hein, notamment certaines personnes publiques ou politiques que j'ai un peu du mal à encadrer parfois. Et je me force toujours à essayer parfois de passer quelques minutes juste à les regarder, à essayer de me connecter. Je me dis, mais derrière cette façade, il y a un être, et peut-être que lui-même ne le sait pas. Peut-être que lui-même l'a oublié, mais il y a un être. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui le frôle ou qui regarde cet être, peut-être que cet être ne s'éveillera jamais. Et il n'y a même pas à aller frapper à sa porte et à l'éveiller. C'est juste, nous avons le pouvoir par notre regard, énergétiquement, d'éveiller l'autre à son être par le regard que je lui porte. Je peux porter un regard critique et accusateur et dévastateur, de malédiction, mais j'ai le choix, si j'ai un minimum d'éveil, de porter un regard de bénédiction, de dire « Ok, cette personne, elle m'emmerde profondément là, dans cette incarnation. » Et en même temps, il est aussi à l'œuvre sur quelque chose. Se pourrait-il qu'il soit sur mon chemin pour éveiller une plus grande compassion chez moi? Se pourrait-il qu'il soit dans le monde pour éveiller le monde à créer de nouveaux espaces communautaires? On accuse beaucoup Trump, mais peut-être que Trump, il est juste dans une mission aussi dans le monde pour nous éveiller à plus grand en nous. On peut au moins poser ce regard. Ce qui ne veut pas dire laisser tout faire et devenir des moutons,
mais au moins activer cette partie subtile. Moi, je crois de plus en plus, surtout à l'heure actuelle, dans tout cet effondrement qui est en cours dans le monde et dans l'humanité, je crois à l'importance, effectivement, il faut gérer les urgences sur le terrain, mais à l'importance aussi de créer des espaces dans le subtil où on crée des taux vibratoires d'énergie qui portent l'amour, comme on le faisait dans le temps dans les monastères, tous ces gens qu'on a jugés inutiles parce qu'ils ne faisaient rien dans le monde. Se pourrait-il que ces personnes aient sauvé le monde parce qu'elles ont préservé des espaces d'amour sur Terre? Et ça, du coup, concrètement, au quotidien, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter ce taux vibratoire d'amour? Alors, il y a plein de façons. Celle qui me vient en tête la plus facile, c'est la méditation. Alors, ce n'est pas nécessairement la plus facile pour tout le monde, mais c'est la plus courante, je veux dire, faire de la méditation. Mais il y a plein de façons de faire de la méditation. Ça peut être de passer du temps à regarder un paysage, un arbre. Ça peut être quand je vais me balader en forêt, plutôt que de tourner en boucle tous mes problèmes en me baladant, c'est de m'arrêter, de regarder l'arbre, d'entrer en connexion avec cet être vivant. C'est de créer de la relation, c'est de regarder les nuages, de regarder un coucher de soleil, d'écouter de la musique, de boire un bon vin. Notre incarnation nous a donné des moyens justement de vivre ça, qui sont nos sens et nos sensations, et de rentrer dans le ressenti, parce que la seule réalité, la seule vérité dans cette incarnation-ci, c'est ce que je sens. Ce que je sens, c'est irréfutable. C'est vrai. Et la difficulté, c'est d'arriver au discernement entre ce que je sens et ce que je pense, ou ce que je sais. Parce que parfois on pense et du coup on sent. Oui, et parfois on pense sentir. Oui, c'est vrai. Mais donc on augmente le champ vibratoire dans l'univers en observant un arbre. Donc en fait, moi c'est quelque chose qui me fait du bien, en effet, de regarder les nuages, d'observer une fleur. Mais donc ça me fait du bien à moi, mais en plus ça fait du bien au monde, c'est ça? Bien sûr, ça fait du bien parce que quand moi je monte mon taux vibratoire, je crée dans mon environnement une harmonique. Alors, il y a d'autres moyens, si je veux vraiment m'en occuper un peu plus sérieusement. Il y a des pratiques, il y a des pratiques ancestrales, etc. Réciter des ohms, réciter des mantras, faire des choses comme ça, prier, etc. Il y a plein de manières de monter son taux vibratoire. Et en tout cas, quand je monte mon taux vibratoire, quand à l'intérieur je crée un état d'être et que je le rayonne, ça crée un champ autour de moi qui amène les personnes qui ne seraient pas dans ce champ à pouvoir être un peu aspirées ou un peu élevées, sans que j'aie même rien à partager ou à dire. Moi, je me rends compte que dans mes environnements, avant, j'étais assez vindicatif, à essayer de convaincre, à essayer de dire, expliquer, et maintenant, de moins en moins. Quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je suis dans un dîner ou quoi, je respire, je me mets à l'intérieur, je me dis, allez, je crée de l'amour, je rayonne de l'amour. Ou je crée de la sécurité, je rayonne de la sécurité. Et j'ai eu quelques expériences dernièrement où j'ai vu que des choses dont je me serais occupé avant dans mon environnement, notamment familial, étant donné que je suis formateur en communication non violente quand même, j'aurais fait de la médiation avant. Mais c'est quoi le pouvoir que je prends en faisant de la médiation entre deux personnes qui ont un conflit devant moi qui ne me concerne pas nécessairement? C'est de la prise de pouvoir, ça. Ouais. Alors que moi, quand je rayonne mon taux vibratoire, ça peut les amener, et j'ai vu des résolutions se faire sans que j'ai un mot à dire, en fait. Et ça me donne énormément d'espoir. Ah oui, c'est merveilleux. Donc si tout le monde fait voilà. ce job-là, voilà. Christiane Singer disait, vous vous rendez compte si nous disions oui à l'ordre de l'amour, mais vous vous rendez compte, mes amis, quelle révolution ce serait sur Terre. Ce serait à peine supportable. Et je crois que c'est vrai. Il ne faut pas qu'on le fasse trop vite, sinon on va pas survivre, ça va être trop d'un coup. Bon, ça donne envie d'essayer quand même, malgré tout. Ok, je te propose de conclure là-dessus. Disons oui au règne de l'amour. Moi, je trouve que c'est... Voilà. En tout cas, c'est un bon début d'essayer. Et merci beaucoup pour ce partage très riche à tout point de vue. Merci pour ce bon moment, Valentine, et au plaisir de nous retrouver avec un plus vaste public. Oui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous. Et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À bientôt.